Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un tour d'horizon d'un film très particulier, le seul Disney que Walt lui-même n'aimait pas. Challenge scénaristique, déboires artistiques, désastres financiers. Je vous propose de partir sans plus tarder dans un monde où les choses ne sont pas ce qu'elles sont et sont ce qu'elles ne sont pas. Un monde fait de fleurs chantantes, de cartes à jouer vivantes et d'animaux objets. Avant de plonger dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, je tenais à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires et vos likes sur ma dernière vidéo. Ça me motive à vous offrir encore plus de contenu et je peux vous dire que vous ne serez pas déçus de ce que je vous ai préparé. Je vous ai d'ailleurs laissé un indice caché dans cette vidéo qui vous dévoilera le prochain Disney que je vous présenterai. Walt Disney avait déjà adapté le diptyque littéraire anglais des années 1860 composé des aventures d'Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. Dans les années 20, la série Alice Comedies innove et propose des incrustations de dessins animés dans des prises de vue réelles, mélangeant personnages dessinés et vrais acteurs. Et quels acteurs, puisque Walt lui-même donnera la réplique à Virginia Davis. Enfin, donnera la réplique, pas vraiment, puisque c'est une série muette en noir et blanc. Le personnage d'Alice, petite fille à l'imagination débordante, s'inspire librement du personnage de Lewis Carroll et sera joué par 4 actrices différentes pendant 3 ans, sur près d'une soixantaine d'épisodes. Au début des années 30, Walt veut tourner d'autres épisodes en poussant davantage l'adaptation de l'œuvre littéraire, et son frère, Roy Oliver Disney, va négocier les droits d'utilisation des illustrations du dessinateur John Tenniel pour Alice au Pays des Merveilles, mais également pour Peter Pan. Disney met cependant trop de temps à développer son projet et la Paramount sort un film tiré de l'œuvre à la même période. Le projet est abandonné, même si l'œuvre de Carroll sera cependant utilisée pour un court-métrage mettant en vedette Mickey lui-même. Début des années 40, Disney vient de sortir Blanche-Neige et les 7 nains, Pinocchio, Fantasia et Bambi. Les studios savent faire des films d'animation en couleur, parlés et chantés, des longs métrages à gros budget désormais. Ils planchent alors sur 2 grosses productions simultanément, Cendrillon et Peter Pan. Bien décidé à concrétiser son idée, Walt ajoute à ses projets un 3e film, Alice au Pays des Merveilles. En réalité, cela fait plusieurs années qu'il a repris le développement du projet grâce à Tolkien. Car à la fin des années 30, Walt a essayé d'adapter le Hobbit. Ne pouvant pas finaliser cette adaptation, Walt s'est rabattu sur une autre frustration qu'il traînait depuis plusieurs années. Alice lui donne déjà du fil à retordre et le challenge que représente son adaptation l'attire autant qu'il lui fait peur. Il est temps d'en découdre, Disney en fait presque une affaire personnelle. Et c'est peut-être ça qui va tout changer pour la suite du film. Comme pour une production classique, l'écriture du scénario intervient après la phase de storyboard et l'écriture des musiques. Les studios cherchent à identifier les personnages et les passages du livre qu'ils vont garder en même temps que la création des storyboards pour l'écriture du scénario. Mais le livre est très compliqué à adapter car il n'y a pas vraiment d'intrigue ou de fil conducteur. Le rythme est très inégal et possède un humour très absurde. Il faut faire rire les Américains en respectant l'œuvre britannique originale. Ce challenge d'adaptation est tellement compliqué qu'un artiste Disney du nom de Perkins écrit une analyse de l'œuvre de Carroll sur 161 pages en septembre 1938. Sa conclusion indique qu'à défaut de pouvoir tout mettre à l'écran, il faut repartir de zéro en gardant l'idée générale, l'absurde et quelques personnages. Mais fin 1939, Walt n'est emballé par aucune proposition. Il va se résigner en indiquant que, pour limiter la casse, il souhaite faire un film qui se rapproche de l'œuvre littéraire sans réelle nouvelle proposition. Sur les 80 personnages de l'œuvre, certains sont supprimés et on donne alors leur dialogue à d'autres rôles maintenus ou ajoutés. Dans l'œuvre originale, il y avait par exemple 4 reines. On va même aller jusqu'à utiliser des personnages du second tome comme les jumeaux Tweedledee et Tweedledum. L'évolution des scénarios va créer, modifier et supprimer bon nombre d'autres personnages existants ou inédits. En 1941, le projet est de nouveau mis en pause. La Seconde Guerre mondiale prive les studios américains du marché européen, et ces derniers iront même jusqu'à être réquisitionnés pour la production de films d'instruction militaire et de propagande, ou même pour l'installation d'un camp militaire. Cendrillon, Peter Pan et Alice au Pays des Merveilles sont mis en stand-by. Walt continuera à travailler dessus en demandant à de nombreux romanciers et scénaristes, extérieurs au studio, de les sortir de cette impasse artistique. Parmi eux, on peut citer Aldous Huxley, romancier de science-fiction, Frank Nugent et Cap Palmer, qui proposera un scénario trop différent de l'œuvre originale. Aldous Huxley aurait lui livré un scénario trop sombre pour être retenu, mais pour lequel on aurait gardé sa vision de la chenille.
En plus de ces déboires artistiques, Disney est confronté à des tensions entre les scénaristes qu'il missionne et se voit donc obligé de transférer Maurice Rapf sur Peter Pan en plein milieu de la production en 1944 à cause de sa mésentente avec Dalton Raymond. En 1946, les bons résultats de Mélodie du Sud remettent Alice sur les rails de production. Roy Disney, responsable des finances, va alors demander à Walt de prioriser Cendrillon, Peter Pan et Alice étant moins attirants financièrement. On décompte ainsi, à l'issue de cette période de pré-production, plusieurs dizaines de scénarios abandonnés. À l'origine du projet, Walt voulait donc, comme pour ses Alice Comedies, mélanger prise de vue réelle et animation. En 1939, il décide de passer exclusivement sur de l'animation. Mais un an plus tard, Disney revient à son idée de prise de vue réelle en annonçant Ginger Rogers, puis finalement Luana Patten, en contrat avec les studios pour Mélodie du Sud, en tête d'affiche. En 1946, Walt décide finalement de repartir sur un film d'animation. Alice au Pays des Merveilles sera un film d'animation Disney, et qui dit Disney, dit musique. Les musiques du film sont donc développées en même temps que la phase de storyboard et en même temps que l'écriture du scénario. Les musiques permettent de rythmer la narration et d'aider l'animation. Il y aura au final pratiquement autant de musiques que de propositions narratives, soit presque une cinquantaine avant 1947, toutes liées à des scénarios abandonnés qui ne verront jamais le jour. Oliver Wallace et Frank Churchill, les compositeurs maison stars des studios, sont appelés sur le projet. L'équipe du film compte bien sur eux pour relever le défi. Mais en 1942, Frank Churchill décède et les ballades qu'il avait écrites avec Oliver Wallace ne correspondent plus à l'évolution du scénario. Walt décide donc, en 1947, de mettre les équipes de Cendrillon sur le coup. Mac David, Al Hoffman et Jerry Livingston rejoignent le projet. Il rajoutera également Bob Hilliard, Sammy Fain, Jen DePaul et Don Ray sur l'écriture des musiques. À la fin de la production, 40 nouvelles chansons sont écrites, mais seulement 14 d'entre elles seront retenues. L'une de celles qui ne seront pas retenues finira dans Peter Pan, où les paroles seront modifiées pour s'adapter à son nouveau film de destination. Ainsi, Beyond the Laughing Sky, écrite par Sammy Fain, deviendra The Second Star to the Right, chanson d'ouverture et thème principal du film de Peter Pan. Pour le casting, il faut savoir qu'en moyenne 5 ou 6 acteurs étaient à chaque fois pressentis par personnage. Il faut également dire que les puristes de l'œuvre veulent un accent britannique pour Alice. Ainsi, Catherine Beaumont, choisie pour les prises de vue réelles, se verra également proposer le rôle parlé du personnage. Disney produisant en simultané Cendrillon, Alice et Peter Pan, c'est tout naturellement que le personnage de Wendy lui sera également proposé. Quitte à mélanger les talents sur la production de ces 3 films, autant le faire jusqu'aux acteurs. Et Catherine ne sera pas la seule, puisque Verna Felton, qui avait doublé la marraine La Bonne Fée dans Cendrillon, prêtera ici sa voix pour la méchante reine de cœur. Au-delà de ces 2 actrices, d'autres comédiens prêteront leur voix et leurs mouvements en référence physique pour les personnages du film. Parmi eux, Ed Wine interprétera le Chapelier Fou et Jerry Colonna sera le Lièvre de Mars. Sterling Holloway, avec sa voix sifflante, doublera le chat de Chester. Richard Eden, avec son ton pédant, interprétera quant à lui la chenille. Enfin, J. Pat O'Malley incarnera les voix des jumeaux Tweedle, du Morse et du Charpentier. La création visuelle des personnages a suivi plusieurs phases. Tout d'abord, en mai 1939, les premiers concept art sont jugés trop proches des dessins de Tenniel. La production prend énormément de temps et Disney a perdu les droits d'utilisation de ces dessins. Ainsi, pendant plus d'1 an, David Hall va réaliser des esquisses, d'autres inspirations, et Gordon Legg proposera des aquarelles et d'autres gouaches. Le personnage de Dinah est calqué sur un autre chat Disney bien connu à l'époque, Figaro de Pinocchio. Mais ce n'est pas le seul chat à s'inspirer d'un précédent congénère, puisque celui de Chester s'inspire directement de Lucifer dans Cendrillon. Les équipes s'inspireront également d'artistes existants, à qui on proposera donc le rôle par la suite. Ed Wine est l'inspiration directe du Chapelier Fou, et Jerry Colonna est celle du Lièvre de Mars. La Reine de Cœur est-elle inspirée d'une pianiste d'Hollywood, Frank Thomas, superviseur de l'animation du personnage, définissant cette dernière comme étant une véritable grosse pouffe, sans aucun style, dénuée de grâce et très autoritaire. Enfin, le Lapin Blanc reste le personnage le plus fidèle à l'œuvre originale de Carol. Concernant l'aspect graphique du film et la création des décors, on peut citer David Hall, directeur artistique sur le film, qui sera finalement remplacé par Mary Blair, artiste Disney ayant participé à bon nombre de productions sur la dernière décennie. Mary est connue pour ses associations de couleurs osées. C'est elle qui fera la façade de It's a Small World à Disneyland. D'un point de vue plus général, Alice propose un style très daliesque, parfait pour une histoire loufoque et haute en couleurs. En réalité, Walt travaillait à l'époque avec Dali sur Destino et on en ressent fortement l'influence. L'enregistrement des chansons et des dialogues, ou le voice acting, se veut rythmé, avec l'aide d'un prompteur pour fluidifier le jeu des interprètes et encore une fois faciliter l'animation par la suite.
Mais les répétitions de ces enregistrements débutent dès les prises de vue réelles de référence. Ed Wine ne parviendra d'ailleurs pas à interpréter le personnage comme il le souhaite et demandera à le jouer de tête sans prompteur. Cet enregistrement test sera tellement bon que Walt demandera aux ingénieurs du son de se débrouiller pour le traiter afin de l'intégrer dans le film. L'animation débute en 1948 sous la supervision directe de Walt. Comme à l'accoutumée, des prises de vue réelles sont donc tournées pour être utilisées en référence. Les mouvements et les voix des personnages comme Alice, le Chapelier Fou et le Lièvre de Mars aident énormément le travail d'animation. Pour ce film, 5 séquences et 3 réalisateurs seront nécessaires. Clyde Geronimi, Wilfrid Jackson et Hamilton Luske. Alice sera animée sous la supervision de John Lansbury, Holly Johnston, Mark Davis et Milt Kahl. Pour certaines scènes, elle sera également animée par d'autres artistes comme Eric Larson pour la scène de la chute dans le tunnel et Joshua Medor pour celle où Alice se retrouve dans une bouteille. Pour cette scène, on rajoutera d'ailleurs des bulles afin de donner une échelle et mieux retranscrire la petitesse d'Alice à l'écran. Ward Kimball sera le superviseur de plusieurs personnages comme les jumeaux Tweedle, le Morse et le Charpentier, mais également le Chapelier Fou et le Lièvre de Mars. Il fera également équipe avec Eric Larson pour le Chat de Chester. À cette époque, Kimball animait en même temps Lucifer dans Cendrillon et c'est par lui que la ressemblance des deux félins se retrouve à l'image. Eric Larson, lui, animera la chenille et sera assisté de Joshua Medor pour les effets de fumée du personnage. Le Lapin Blanc sera animé par Wolfgang Reitermann qui se chargera également du lézard et du dodo. Frank Thomas animera quant à lui la Reine de Cœur aidé par Milt Kahl sur la scène du croquet. Enfin, Kendall O'Connor se charge des cartes. Le rendu de son travail est d'ailleurs un véritable trésor d'animation. Pour aller plus loin, Alice au Pays des Merveilles est encore aujourd'hui considéré comme l'un des travaux d'animation les plus précis de l'histoire du cinéma, grâce notamment à la présence de Walt sur le projet et à certains de ses animateurs, plus connus sous le nom des Nine Old Men, ou 9 sages de Disney, à l'origine de la plupart des chefs-d'œuvre du premier âge d'or des studios. Une émission de Noël présentant entre autres des extraits du film est produite et sponsorisée par Coca-Cola sur la NBC en 1950. Les spectateurs ont hâte de découvrir ce nouveau film d'animation, mais Walt se confronte à une autre problématique de taille. Marc Morette, Dallas Bauer et Louis Bunin prévoient de sortir une adaptation d'Alice au Pays des Merveilles avec des marionnettes exactement le même jour. Walt demande alors à la justice d'empêcher cette sortie pour la repousser de 18 mois, mais sa demande se voit rejetée. Le Disney fait malgré tout de l'ombre à celui des marionnettes. Le film sort donc le 26 juillet 1951 avec une première au Leicester Square Theatre à Londres en présence de Walt et Catherine Beaumont. Le dessin animé raconte l'histoire d'Alice, une jeune fille espiègle et rêveuse qui, curieuse de savoir où sera un étrange lapin pressé, va tomber dans le pays des merveilles. Dans cet autre monde, Alice va faire la rencontre de plusieurs personnages atypiques. Une poignée de porte-locasses, des animaux entêtés à tourner en rond, un dodo pas encore éteint et des jumeaux, Tweedledee et Tweedledum, lui contant d'ailleurs l'histoire du Morse et du Charpentier. Alice croisera également le chemin du lapin pressé qu'elle poursuivait, un lézard ramoneur, des fleurs chantantes, une chenille philosophe, un trio loufoque composé d'un chapelier fou, d'un lièvre de Mars et d'un loir, et des animaux objets. Un mystérieux chat de Chester va l'orienter tout au long du récit pour la mener au château de la Reine de Cœur, personnage grossier et cruel dont le lapin blanc est en fait le troubadour. Lors d'une partie de croquet, Alice se mettra la reine à dos qui, comme à son habitude, demandera à ce qu'on lui coupe la tête. Le roi proposera malgré tout un procès que la reine finira par présider. La jeune fille se verra forcée de fuir, poursuivie à son tour par une armée de cartes. Elle se réveillera finalement, réalisant que tout cela n'était qu'un rêve. Alice apparaît comme être un film assez saugrenu qui lui a valu d'être mal aimé. Je vais donc essayer d'être le plus clair possible dans l'analyse personnelle que je vais vous faire, tout en essayant de ne pas être trop flou. Le film étant lui-même abstrait, il se peut que l'analyse ait un côté un peu philosophique, qui peut parfois même paraître décousu, voire alambiqué. Je vous rappelle que l'analyse que je fais ici est la mienne et qu'elle n'est en aucun cas une vérité absolue. En regardant le film, 3 axes se dégagent. Le premier porte sur la représentation de la folie et de l'absurde. En effet, le côté loufoque du comportement des personnages et de l'intrigue est soutenu tout au long du dessin animé. Dès le début par exemple, Alice ne s'étonne pas de voir un lapin avec une veste alors qu'une montre l'interpelle. Elle souhaite connaître un monde où les fleurs chanteraient, mais lorsqu'elle le rencontre, elle semble étonnée. La folie est déconstruite, ses limites sont repoussées, et elle est parfois ingénieusement appuyée par une comparaison, au bon sens, afin de lui donner une certaine crédibilité. Derrière cela, on peut y lire l'expression très personnelle et incertaine de son fort intérieur et de ses ambitions.
Notre idée de la folie nous confronte à notre propre vision des choses et elle s'associe parfois à l'absurde. Les jumeaux Tweedle, par exemple, sont de vrais moralisateurs lors de leur intervention, mais ils s'écoutent parler, un peu comme si la morale qu'ils exprimaient n'était pas vraiment à destination pédagogique, mais juste pour flatter leur ego. Au moment où le film semble nous faire passer enfin un message sage et constructif, les personnages qui le portent altèrent leur crédibilité par leur comportement. Et l'absurde ne s'arrête pas là. Ce concept se traduit parfois en ironie. Le dodo, qui est une espèce éteinte, se trouve au sommet de son rocher et dirige les autres animaux. Le dodo pourrait donc représenter une caste dirigeante éloignée des réalités. Le message semble clair. Le dodo, qui est une espèce éteinte, ironise sur les dirigeants du monde. Le dessin animé offre malgré lui une autre métaphore ironique dans sa version française. Lorsque le lézard intervient pour sortir Alice de la maison du lapin, on peut penser à l'expression « il y a un lézard » qui signifie « il y a un problème », Alice étant le problème en question. Pour pallier cette folie et son absurdité, le film est fort de ses représentations lisibles et nécessaires pour équilibrer la complexité des sujets qu'il aborde. La reine, par exemple, est grande et imposante et elle fait de l'ombre au roi, petit et chétif. Ce côté castrateur vient finaliser le portrait cruel du personnage. Autre lecture lisible du film, ses couleurs vives et audacieusement associées qui viennent traduire la folie. Leur contraste, lui, vient soutenir le clivage psychologique de la folie et du bon sens. Les concepts du film étant très complexes à exprimer, les images doivent traduire le plus simplement possible certaines idées des plus abstraites, un peu comme les illustrations des livres pour enfants, base à partir desquelles les équipes avaient débuté leurs travaux artistiques avec John Tenniel. En un sens, le film ramène beaucoup à l'enfance, à son innocence, à son regard sur le monde. La candeur et l'innocence de l'enfance, représentées d'ailleurs par Alice, viennent alléger le récit et font prendre beaucoup de recul au spectateur. Un autre axe d'analyse permet de nous intéresser au concept de la morale. Les messages sont à chaque fois portés par des personnages différents. L'histoire du morse et du charpentier, racontée par les jumeaux Tweedle, rappelle que la curiosité est un vilain défaut, mais également qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous rouler dans la farine. Le personnage de la chenille, loufoque de prime abord, s'avère plus sage qu'il n'y paraît. Il fait comprendre à Alice qu'il faut trouver le juste équilibre entre l'ambition, représentée ici par le champignon qui la fait grandir, et le fait de garder les pieds sur terre, représenté par le champignon qui la fait rétrécir. Pour justifier sa légitimité moralisatrice, la chenille s'accomplit elle-même et se transforme en papillon. Le chat de Chester est porteur d'une autre leçon. Il faut savoir où aller pour se donner les moyens d'y arriver. Et surtout, il ne faut pas oublier cet objectif. Les répliques insensées du personnage et son comportement déstabilisant viennent brouiller ce message. Sans cela, Alice comprendrait trop facilement ce que veut lui dire le chat. En agissant ainsi, ce dernier inculque également à Alice la persévérance et développe sa force de caractère. Même s'il se présente toujours comme désinvolte et perturbateur, il ne cesse de faire avancer le récit à chacune de ses interventions. Cette leçon permettra à Alice de faire face aux épreuves de la vie, représentées d'ailleurs par le labyrinthe à la fin du film, mais également lors de la course-poursuite avec les cartes. Enfin, la rencontre avec le chapelier fou et le lièvre de Mars rappelle que la vie est une fête et qu'il y a toujours un non-anniversaire à fêter. Le dernier axe d'analyse que je vous présente est celui de la critique de la société. Dès le début du film, le lapin est pressé et traduit une certaine urgence à aller au pays des merveilles, comme s'il fallait se libérer du poids de la société. Ce message va être porté tout au long du film. En adoptant le point de vue candide et optimiste d'Alice, le spectateur est invité à se défaire des attendus de la société. À un moment, la jeune fille est invitée à boire une fiole et à manger un bonbon pour changer de taille. Cette modification physique altère également sa vision, et cette scène traduit parfaitement certaines pressions que nous subissons à se conformer aux standards de la société. Ce passage du film image d'ailleurs le concept du plafond de verre lorsque la clé apparaît en transparence sur la table. On peut y voir que les standards de la société empêchent parfois notre accomplissement. Et ces standards s'illustrent malheureusement en diktats divers et variés, représentés dans de nombreuses scènes. Lorsqu'Alice est considérée comme un monstre, car trop grande, il est question ici du diktat de la beauté. À un autre moment du film, elle est rejetée par les fleurs et ces dernières parlent d'elle comme une herba vulgaris. Alice est donc considérée comme vulgaire et la seule fleur qui la trouve jolie est censurée. La jeune fille se retrouve littéralement chassée du jardin. Il est question ici aussi du diktat de la beauté, de l'image et de l'apparence. La scène du dodo traduit, elle, le diktat de l'argent et la différence entre les classes sociales. Les animaux sont condamnés à rester mouillés quand le dodo, lui, se met au sec et à l'abri à chaque fois. Ici, on peut y dire que l'élévation sociale et financière y semble presque impossible. Le diktat moralisateur de la bien-pensance mène à la censure dans plusieurs autres scènes.
La première que nous pouvons évoquer est celle du non-anniversaire où le lièvre de Mars indique à Alice que, quand on ne pense pas, on écoute les autres et on se tait. Les scènes où les cartes à jouer sont à l'écran traduisent les normes de la société, toutes les cartes sont plus ou moins semblables et se différencient uniquement par un numéro. Enfin, la scène où la reine fait peindre ses roses blanches en rouge, sous peine de trancher la tête des jardiniers qui en seraient responsables, et celle où elle indique à Alice de faire la révérence au lieu de croire, pour ne pas dire penser, car une tête ça se coupe, dresse d'elle le portrait d'un véritable tyran. Comme tout dictateur, elle utilise la censure pour interdire la réflexion et l'expression, allant même jusqu'à être avocate et juge du procès à la fin du film. Le roi représente ici la loi, mais la reine est plus forte que lui, n'hésitant pas à se servir de lui lorsqu'elle ordonne qu'on lui tranche la tête, ordre du roi. La reine est aussi cruelle que le regard de la société, mais elle n'est pas la seule à vouloir censurer Alice. Lorsque la jeune fille veut du thé, le chapelier et le lièvre de Mars lui répondent qu'ils vont lui en servir, mais ne le font jamais et préfèrent s'écouter parler. On peut lire par là que la société peine à évoluer sur certains sujets. Parfois même, c'est la société qui nous change et c'est exactement ce que la chenille fait dire à Alice dans une scène. Elle a tellement changé qu'elle ne peut plus dire qui elle est. Enfin, le côté loufoque de certains personnages irréels pousse au jugement. Ils sont différents, donc bizarres. Mais en réalité, ils sont surtout incompris. Être différent, c'est aussi être seul. Alice passe par ces étapes quand elle veut rentrer chez elle et qu'elle se perd dans la forêt, comme si elle voulait revenir à qui elle est réellement, mais qu'elle n'y parvenait pas. Alice au Pays des Merveilles est le mal-aimé des studios Disney, et plus particulièrement de Walt, restant à ce jour son projet le plus fastidieux. Presque 2 décennies de développement, désastre financier, film incompris, le père de Mickey ne portera jamais ce film dans son cœur. De leur côté, à la sortie du film, les spectateurs n'accrochent pas vraiment non plus. Alice rapportera seulement 2 millions au box-office aux États-Unis et limitera les pertes avec la sortie du film à l'international. Ce dernier sort en France le 21 décembre 1951. Le film sera néanmoins nominé aux Oscars pour la meilleure musique de film en 1952. En réalité, ce sont véritablement les ressorties qui vont permettre au film d'engranger au total 322 millions de dollars, inflation prise en compte, dépassant ainsi les recettes de Cendrillon. Grâce aux nombreuses ressorties donc, il devient populaire avec le mouvement hippie dans les années 70. Le film est encore aujourd'hui décliné dans de nombreux produits dérivés, et les personnages d'Alice sont présents dans les parcs du monde entier. Plus que ce meet and greet, un parcours scénique reprenant les scènes du film est proposé à Disneyland en Californie, des labyrinthes menant au château de la Reine de Cœur sont présents à Disneyland Paris et Disneyland Shanghai, et le Mat Tea Party, ou les tasses, fait tourner la tête des guests dans pas moins de 6 parcs Disney du monde. Depuis 2024, un nouveau spectacle, Alice et la Reine de Cœur, Retour au Pays des Merveilles, succédant à d'autres shows, se joue au Walt Disney Studios de Disneyland Paris. Alice aura également droit à une adaptation en live-action réalisée par Tim Burton en 2010 et une suite à ce remake, De l'autre côté du miroir, en 2016. Enfin, en 2022, une série télé Alice et la pâtisserie des merveilles voit le jour. Bien qu'étant le film mal aimé de Walt Disney, Alice au Pays des Merveilles est devenu un classique des studios et représente à ce jour la meilleure adaptation de l'œuvre littéraire de Lewis Carroll. Alice reste un véritable challenge d'adaptation qui peut être acclamé autant qu'il peut être décrié. Le film est sans doute sorti trop tôt et correspond davantage à une époque moderne. Même si l'œuvre littéraire dont il est tiré date du XIXe siècle, le dessin animé a son propre ADN et sa propre lecture. Ce que l'on ne peut pas lui retirer cependant, c'est la qualité de son animation et la beauté de ses images et de ses couleurs, reconnues par tous. L'effervescence artistique engendrée par le projet, la direction de Walt en personne et le talent de ses 9 sages se ressentent à l'écran. Alice au Pays des Merveilles est un film avant-gardiste, indémodable et audacieux qui résonne, vit et évolue depuis maintenant plus de 70 ans et qui a su trouver son public dans le temps. Personnellement, j'ai toujours eu un peu de mal avec ce film. Je l'ai découvert très jeune, et sa narration déconstruite, ses personnages particuliers et son ton absurde m'ont longtemps déstabilisé. Pour autant, et comme vous l'aurez compris, je trouve que ce film d'animation est techniquement réussi. La qualité Disney est encore une fois au rendez-vous. Avec un peu plus de maturité et de recul, l'analyse qui peut être faite de ce dessin animé est vraiment intéressante et ses répliques sont très drôles. Au final, je pense qu'Alice au Pays des Merveilles est un film qui ne s'adresse pas forcément aux enfants. Encore une fois, je précise qu'il s'agit dans cette vidéo de mon analyse et de mon avis. Je vous laisse me faire part du vôtre en commentaire, n'hésitez pas non plus à m'indiquer sur quel autre film Disney vous souhaitez que je fasse des vidéos comme celle-ci, et à commenter si vous avez trouvé l'indice caché. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu.
A bientôt pour un autre de vos Disney préférés et à très vite pour un nouveau format de vidéo d'ici là.